Une montée des couleurs pas comme les autres. Hier à Koulouba, le drapeau de l'AES flottait aux côtés de celui du Mali. Cette montée des couleurs se déroulait simultanément dans les deux autres pays de l'AES. Un acte qui marque une nouvelle étape dans la construction et la consolidation de l'AES. Le fleuve Niger est en danger. Si rien n'est fait d'ici quelques années, une mer nourricière risque de disparaître. Et pour cause, la problématique de l'orpaillage par dragage. Tamsir Djabaté et Tayaba Diabiakoui sont allés à la rencontre des acteurs et des populations riveraines dans le cercle de Kangaba pour des témoignages. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le drapeau de l'AES flottait aux côtés de celui du Mali hier à Koulouba, un exercice qui confère un caractère historique à la traditionnelle cérémonie mensuelle de montée des couleurs initiée par le président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta. Cette montée des couleurs s'est déroulée simultanément dans les deux autres pays de l'AES. Cet acte marque une nouvelle étape dans la construction et la consolidation de l'AES. La cérémonie a enregistré, outre le personnel de la présidence, le président du CNT, le premier ministre, les membres du gouvernement et des ambassadeurs. Le reportage de Garibou Pirou. Au rendez-vous de la levée des couleurs arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Face au général Goïta sont juste apposés deux drapeaux. À droite est fixé le drapeau du Mali et à gauche le drapeau de la Confédération des États du Sahel. Autorisé par le général Goïta, président aussi de la Confédération, les couleurs sont hissées l'une après l'autre. Cette levée du drapeau de l'AES au sommet du palais de Koulouba est une première. L'événement auquel nous venons d'assister est un événement symbolique très important pour la Confédération des États du Sahel, qui a été établie seulement le 6 juillet 2024 et aujourd'hui, avec la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne, beaucoup d'actes ont été posés par rapport à la visibilité et au renforcement de l'aspect symbolique de cette confédération. Comme vous le savez, le 22 février dernier, les chefs d'État ont validé le drapeau de la Confédération des États du Sahel. C'était un pas important et vous voyez le drapeau avec sa symbolique très forte. Les chefs d'État ont choisi à cet égard la couleur verte qui est censée symboliser à la fois la croissance, mais aussi la prospérité, l'espoir, mais aussi la renaissance et le renouveau. Pour des pays du Sahel aussi, le vert symbolise naturellement l'immensité des richesses naturelles dont disposent les États du Sahel et qui vont être exploitées dans un esprit de prospérité partagée. Donc la symbolique de cette couleur est extrêmement forte et c'est un pas aujourd'hui important que cette montée des couleurs ait été placée sous la haute présidence du président de la Confédération, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, et avec la présence de l'ensemble du corps diplomatique, de l'ensemble du gouvernement. Je crois que ceci est important. Élargie aux ambassadeurs des pays amis et partenaires, cette cérémonie transmet un message symbolique de coopération et aussi de solidarité en faveur des États confédérés. Le même exercice se déroule concomitamment au Burkina Faso et au Niger. Au-delà de Bamako, cette montée des couleurs aussi se tient simultanément au Niger et au Burkina, sous la présidence des présidents de ces deux États, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et également le président Tchani, président du Niger. Donc nous pensons qu'avec ce acte qui est posé aujourd'hui, c'est un pas supplémentaire dans la construction et la consolidation de la Confédération des États du Sahel, mais aussi envoyer un message symbolique extrêmement fort d'unité
d'union et de communion de l'ensemble des peuples autour des idéaux d'intégration de cette confédération. Nous souhaitons que le bon Dieu puisse nous accompagner dans cette belle aventure humaine. Lundi 3 mars 2025 marque une date historique. Elle évoque l'idée d'une identité collective, d'un destin commun, au point qu'elle mérite d'être gravée en lettres d'or et rappelée à travers le temps. En attendant ce rappel, les 2 drapeaux flottent majestueusement sur le palais de Koulouba, témoin des États stables et prospères. L'ONG Embrace Relief a lancé la semaine dernière les activités de la clinique mobile au CCRF de Kalabankoro. L'opération est axée sur la prise en charge effective de la maladie du cataracte. Elle entend toucher environ 1200 patients dans plusieurs localités du pays. L'initiative marque le démarrage officiel des activités de l'ONG au Mali. Mariam Koulibaly. Cette initiative de la clinique mobile lancée par l'ONG Embrace Relief marque une volonté à promouvoir non seulement le bien-être de la population malienne, lutter également contre la maladie de la cataracte. L'opération débutée au CCRF de Kalabankoro entend toucher environ 1200 patients dans plusieurs localités du pays. Clinique mobile, c'est quelque chose porté par Embrace Relief Foundation pour rapprocher les soins aux populations reculées et vulnérables. Donc, ce programme qui est lancé aujourd'hui, ça concerne spécifiquement la cataracte, le dépistage et la chirurgie gratuite de la cataracte, plus précisément dans les lieux reculés. Un acte solidaire qui vient en appui au service de santé dans la prise en charge des personnes démunies. Le projet qui durera une année va consacrer 4 jours au CCRF de Kalabankoro. Tout le monde n'a pas les moyens de venir se faire soigner au CCRF. Souvent le transport manque, souvent l'argent manque. Maintenant, si des ONG, des partenaires viennent nous aider dans ce sens-là, ça va permettre d'abord, par la sensibilisation, d'éviter les maladies liées aux affections de l'œil, mais aussi la prise en charge de la cataracte. La cataracte est l'une des principales causes de cécité dans le monde, en particulier dans nos communautés où l'accès aux soins ophtalmologiques reste un défi majeur. Ce programme vient ainsi répondre aux besoins présents et représente une véritable lueur d'espoir pour des milliers de patients. L'ONG Embrace Relief envisage dans un futur proche élargir sa marge d'intervention et créer des programmes de développement social et environnemental. Parlons toujours santé, mais cette fois-ci dans la région de Nioro du Sahel. La Fondation Zakat vient de remettre au district sanitaire de Nioro un thermocoagulateur utilisé dans la prise en charge des hémorragies. Les détails avec Moussa Diakité. D'une valeur estimée à 3 millions de francs CFA, cet appareil de dernière génération utilisé dans la coagulation du sang selon les spécialistes permettra d'enrichir les plateaux techniques du district sanitaire de Nioro et de prendre en charge les patients souffrant d'hémorragie. Une équipe de la Fondation Zakat est venue nous voir ici. Nous avons profité pour présenter notre doléance et la doléance vraiment a été très bien prise en compte aujourd'hui. C'est l'aboutissement vraiment de cette requête et par rapport à l'acquisition de cet appareil. C'est dans le cadre du programme santé que nous avons eu à offrir cet appareil au CCRF de Nioro. Nous avons beaucoup confiance au médecin-chef. Dès son arrivée à Nioro ici, l'état même du centre de santé de référence a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Nous avons confiance au centre de santé de référence pour l'utilisation de cet appareil. Très émus par le geste, les autorités régionales n'ont pas caché leur joie. À chaque fois que Zakat Foundation a été sollicitée, elle a toujours répondu présent. C'est un appareil qui est d'une très grande importance. Aujourd'hui, cet appareil est à Nioro et est dans des mains sûres spécialisées pour son utilisation en faveur des femmes. Je lance un appel à l'ensemble des ressortissants de la région de Nioro pouvant contribuer à améliorer les conditions de vie et de santé de la population de Nioro de penser très prochainement à doter Nioro d'un scanner.
Retour à Bamako, Canal Plus Mali vient en aide à l'école fondamentale de l'île de Dialagoum sur la rive droite. Des kits scolaires pour une valeur de 5 millions de francs CFA. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme de Canal Plus Impact. On en sait plus avec Mohamed Namakita. Isolé sur l'eau entre les quartiers de Badalabougou, Mayambougou et les quartiers sans fil, l'école fondamentale de l'île de Dialagoum a reçu le jeudi 30 janvier une délégation de Canal Plus Mali qui est arrivée les mains chargées des matériels didactiques, des sacs scolaires, des cahiers, stylos, crayons de papier et autres outils d'écoliers destinés aux élèves de cette école créée en 2017 par l'association Karama en vue de permettre aux enfants de pêcheurs Bozo et de leurs camarades des quartiers riverains de l'île de bénéficier de leurs droits à l'éducation. L'idée, c'est de venir en aide à une couche défavorisée de la société. Et l'école de l'île de Dialagoum a été sélectionnée. Ces jeunes enfants qui ont encore plein de rêves dans les yeux, qu'il faut accompagner. Aussi, on a amené des vêtements. Voilà, c'est une collecte qui a été faite au niveau de Canal Plus même. Le personnel a bien voulu faire parler son cœur et voilà, pour accompagner les jeunes élèves et les parents aussi. Cette action de solidarité de Canal Plus Mali a beaucoup de sens pour les responsables scolaires de Dialagoum. Je trouve cette aide la bienvenue parce que non seulement elle va permettre aux parents d'essayer de donner aux enfants les sacs et d'autres matériels scolaires. Même si l'école fait de son mieux, ça va aussi nous aider vraiment à économiser le peu qui nous reste. Je dis vraiment un grand merci à Canal Plus à travers son projet d'aide. Pour nous, ça ne doit pas être une idée. Je veux que ça soit un partenariat qui va continuer à la longue. Je suis pêcheur. Je n'ai pas été à l'école, mais je donnerai tout pour la réussite scolaire des enfants d'ici. Ces matériels seront d'un apport inestimable pour nos élèves. Grand merci à Canal+. Et les élèves ne sont pas en reste. Nos besoins en matériel scolaire sont énormes. Cette aide nous réconforte à plus d'un titre. Émerveillé par le talent des élèves de l'île de Dialagoum, le donateur s'est engagé à revenir très prochainement pour d'autres donations. Direction Koutiala, où le festival de brassage culturel et artistique de Koutiala, FECAC, édition 2025, a tenu toutes ses promesses. L'événement a attiré plusieurs festivaliers et visiteurs de la capitale de l'Or Blanc. Des manifestations, la visite de sites touristiques et une séance de formation des élus locaux ont constitué les temps forts de ce FECAC 6e édition. Une édition qui avait pour thème la diversité culturelle, facteur de paix et de cohésion sociale à Koutiala. Reportage Brima Kouni et Abouakar Sidibi. Cette 6e édition du Festival de brassage culturel et artistique de Koutiala, FECAC, a enregistré 370 stands et 750 exposants venus de Koutiala et d'ailleurs. Elle a attiré plusieurs milliers de festivaliers et de visiteurs de la ville de Koulé-Diakan. La particularité de cette année est l'élan de mobilisation locale même des Koutialais autour de cet événement. Et on n'avait jamais vu autant d'engouement de la population locale. Aujourd'hui, on peut déceler plus d'une centaine d'exposants Koutialais. J'invite mes camarades jeunes à soutenir les idéaux du président de la transition, parmi lesquels figure en bonne place le développement social à travers des actions culturelles. Le FECAC est l'une de ces actions qui profite bien aux populations de Koutiala. Pendant une dizaine de jours, l'art à travers la musique du terroir a été mis à profit pour adoucir les cœurs et les esprits des festivaliers épris de paix et de cohésion sociale. Le FECAC est vraiment devenu une machine de vente de l'image de Koutiala et de la promotion du patrimoine socio-économique, culturel et agricole du Mienkala. Le FECAC cadre parfaitement avec nos objectifs. Surtout en cette année déclarée celle de la culture par le président de la transition
et général d'armée Assimi Goïta. Cette 6e édition du FECAC a pour thème la diversité culturelle, facteur de paix et de cohésion sociale à Koutiala. Toute chose qui constitue un atout pour consolider les acquis d'une cohabitation pacifique des melting pot constitués de Bamara, Senufo, Mianka, Bois, Djonka, Sonrai, Bozo, Pelé, Dogon. Il urge de restaurer les valeurs sociétales endogènes et de revitaliser l'esprit collectif en se basant sur nos valeurs partagées et notre patrimoine culturel commun. L'année 2025 avec la culture a pour objectif global de faire de la culture un levier de transformation sociale et économique et repositionnant le Mali comme une référence culturelle mondiale. Une formation des élus locaux sur l'impact économique du festival et le concept Yalatour permettant de visiter les différents sites touristiques sont quelques innovations du FECAC. Les officiels suivis d'une foule nombreuse ont sillonné les stands garnis de produits de meilleure qualité. Un autre festival, celui du Dosongoni, qui s'est déroulé sur l'esplanade du Palais de la Culture Amadou Ampateba. Paix et réconciliation, c'était le thème de la 10e édition. L'événement visait à préserver la confrérie des chasseurs, nous dit Mariam Koulibaly. Ils sont venus d'un peu partout, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, pour répondre à ce rendez-vous qui leur est dédié, le festival Donso Goni. L'événement qui entend préserver ce riche patrimoine légendaire qu'est le Donso Folie met l'accent cette année sur l'entente, la solidarité et le vivre ensemble. C'est pour la valorisation de la culture des Donso, spécialement basée sur le Dosongoni. Nous mettons l'accent sur ça parce que nous avons remarqué depuis plusieurs années qu'il y a beaucoup de festivals qui sont organisés au Mali, mais le festival Dosongoni, nous n'avons jamais entendu parler de ça. Le programme établi sur 3 jours mettra sur scène toute la richesse qui se cache derrière cet instrument emblématique qu'est le Donso Goni. Le tout couronné par les folklores inspirés de nos rites et traditions. Ce festival a toujours été une occasion de rassemblement de l'ensemble des Donso de notre pays. Et le message fort que je voudrais lancer, c'est que les Donso puissent se retrouver dans une unité ferme. Comme d'habitude, ils sont très engagés pour la cause nationale. Je pense que lorsqu'ils seront ensemble unis, ils seront encore plus forts. C'est des conservateurs de la tradition qui conservent la partie, la crème de notre valeur, qui agit directement comme vecteur sur les questions de vivre ensemble, de cohésion sociale et de paix et de solidarité. Donc aujourd'hui, nous venons de voir une grande démonstration. Ils nous ont fait voyager dans le temps, ils nous ont fait revivre pour comprendre qu'encore il y a des valeurs qui restent dans notre société. Et donc c'était tout simplement très beau. Cette 10e édition, qui rend hommage aux grands chercheurs disparus, est marquée par des démonstrations magiques et remises d'attestations aux autorités présentes à la rencontre. On en vient au grand format de cette édition. Le fleuve Niger est méconnaissable. L'orpaillage par dragage est en train de détruire le fleuve Niger. Ce sont des machines composées de cylindres, de tuyaux, de pompes et autres qui sont utilisées dans le fleuve pour extraire de l'or. Et si rien n'est fait, d'ici quelques années, cette mer nourricière risque de disparaître. Tamsir Diabaté et Tayeb Adjaouiakoui sont allés à la rencontre des acteurs et des populations riveraines dans le cercle de Kangaba pour des témoignages suivants. Cercle de Kankaba, de l'agriculture comme activité principale à la fabrication du drag comme activité privilégiée. Et c'est ce qui est visible sur la route nationale 26. Premier constat, à partir de Farabanda, pratiquement à chaque 200 mètres, l'on voit que des soudeurs métalliques. Et pour cause, l'orpaillage par dragage. Le problème numéro 1, c'est l'orpaillage. Et l'activité numéro 1 aussi, c'est l'orpaillage artisanal.
Le problème fondamental de cette pratique malsaine qu'est l'orpaillage par dragage est le non-respect du code minier. Cela malgré des sensibilisations et des concertations avec les communautés riveraines du fleuve. Une initiative des autorités de la transition pour une solution durable à la problématique du dragage sur le lit du fleuve Niger. Le dragage au niveau des lits du fleuve est formellement interdit. Avec la nouvelle loi aussi, l'article 60D aussi interdit le dragage. Et qui parle de l'orpaillage par dragage parle de l'occupation du lit du fleuve. Nous voici donc sur les berges du fleuve Djoliba à Déguéla. Ici, le fleuve est envahi par les dragueurs et leurs complices. À première vue d'œil, c'est la fumée à l'air sous les bruits des dragues au grand malheur du fleuve et de son environnement. Plus grave, c'est l'envahissement d'une partie du fleuve dite sacrée appelée Minidja. Les chefs coutumiers savent de quoi il s'agit. Ici, difficile même de se frayer un chemin, des trous dangereux partout. Le mieux, c'est à l'aide d'une pirogue afin d'accéder d'un site de dragage à un autre. Une fois sur ce site, ce sont des milliers de dragues et des dortoirs préfabriqués à perte de vue sur les berges du fleuve avec plus de 2 millions de personnes venues de tous les horizons. Rien qu'ici, entre Déguéla et Figuira, des familles entières sont même fondées ici et l'état d'alerte est maximal. L'alerte est maximale au regard des impacts environnementaux qu'elle draine. La pollution, l'utilisation du mercure, du cyanure, avec des menaces sur la vie des poissons et autres animaux aquatiques. Face à cette situation, le chef secteur de la pêche de Kangaba tire la sonnette d'alarme. Oui. Le dragage a fait même qu'aujourd'hui à Kangaba, c'est très difficile même de trouver le poisson frais. Bon, cette année même, on se pose la question, est-ce que les poissons pourront franchement facilement se reproduire? Parce que vous voyez que les berges là sont atteints, et alors que les poissons, pendant l'hivernage, migrent dans ces zones de frayère là pour en tout cas pondre. Ils utilisent du mercure, aussi qu'ils utilisent de la cyanure. Donc ça, c'est des produits franchement qui ne sont pas du tout bons à utiliser dans le fleuve. Kanté, fervent défenseur de dragueurs, s'inscrit en faux contre cette pratique sans pour autant convaincre. Kololo be dragila bibi na niko kibe ji mangtun ka kololo tieni fo ibe jino ibe tulu no de fo non do shaniri mu fo dragi bara te shaniri bara dragi plonzer be ji jugoro ka air flake ji jugoro na shaniri kala mo site shaniri tajila ka minute ka kitesa ante shaniri utiliser ame mercury mi utiliser o be utiliser to mi fanala o tege ji fanala o ni ji te no sera la mais kololo mi be yala peut-être moteur mu be nuga ba kono tulu no mu be bo kono ani fenwara mu be no lube o be to no ka ji no mu ke comme ça ke kololo yala. Signalons qu'en plus des dégâts environnementaux, la pratique engendre d'autres comme la noyade souvent due à la consommation de la drogue. Le regard de certains ou de leur posture donne une mauvaise impression sur ces orpailleurs. Ici, c'est la course effrénée pour l'or. Les orpailleurs appelés aussi plongeurs descendent dans les cours d'eau et peuvent y rester souvent pendant 2 heures de temps. Mais ça ne peut pas être là, ça ne peut pas être là.
À noter que chaque machine de dragage emploie au moins 12 personnes, dont des femmes laveurs de tapis, et leur âge varie entre 14 et 35 ans. Et cette jeune fille a justement commencé ce travail à l'âge de 14 ans et aujourd'hui elle a 18 ans. Elle ne connaît que l'orpaillage par dragage. Et par rapport à l'autorisation pour l'exploitation et l'installation des machines de dragage sur le fleuve, les avis sont divers entre les acteurs concernés. ni taara yɔrɔ yɔrɔ kow bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a tɛ dɔrɔmɛ sara yɔrɔ dɔ la mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ wara sɔrɔ parce que an bɛ diɲɛ bi tile min na ni min hakili bonya n'i ta ye o b'i dun dɛ. Aucun dragueur ne peut me dire en face que je donne un sou à la mairie. Avant, en 2017, avant que l'État interdit, nous on faisait des patrouilles et on prenait de l'argent, on versait à la caisse de l'État, à la perception. Dunan tɛ baara kɛ dugu la ni dugumɔgɔ t'a la c'est ne ko ko dunan gansan don o tɛ tiɲɛ kuma de an yɛrɛ t'a ba la mais an b'a la ka bɛn mun ma gɛlɛya min bɛ an kan o nafolo min bɛ sɔrɔ u tɛ an tɛ nafolo bɛrɛ min na mais min bɛ sɔrɔ fɛ n'a y'a sɔrɔ sisan an ka dɔgɔtɔrɔso tiɲɛlen ou bien foroba yɔrɔ minnu bɛ yen an b'u dilan n'a de dɔ papier dɔ d'a ma dɔrɔn a b'a jira k'a fɔ i ye nin hakan sara. hɛrɛ kɔlɔlɔ tɔ a dɔ ye suɲuma ba t'an ye an de fɛ yan bi an ya manden kɔnɔ yan o suɲuma bɛɛ a bɛ sunjiw sanuko nin daraki damanda. On souhaitait de quitter, mais d'une façon, quand tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont ici. Bon, il y a tous les étrangers qui sont ici. Il y a des réfugiés. La plupart même, c'est les réfugiés qui sont plus nombreux que tout le monde. On sait bien que c'est pas bon, mais d'une façon, quand tu vois ça, si on dit aujourd'hui de laisser ça, on ne sait pas les gens où vont aller. Même le drapeau symbole de l'État qui flotte sur les berges du fleuve Djoliba à Déguéla n'a pas échappé à l'impact environnemental de l'orpaillage par dragage. Dossier signé Tamsir Diabati. C'est ce qui met un terme à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît, adieu.